Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Watt FM 100.8 Free TV, le code d'accès c'est sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso ou sur le numéro 254 du bouquet Canal+. L'émission c'est Monde Politique, nous recevons les acteurs politiques d'ici et d'ailleurs pour parler de leur vision du monde, de leur vision de la chose politique. Et aujourd'hui nous recevons pour vous un jeune loup aux dents bien aiguisées. Parlant de politique, il s'agit de M. Francis Néa, à qui nous disons déjà bonjour. Bonjour. Voilà, je rappelle que notre invité, il est actuellement le président du Forum des libéraux du Burkina, l'ancien mouvement panafricain des libéraux. Il faut dire également qu'il est conseiller fiscal agréé auprès de l'UEMOA et de la CEMAC. Il dirige un cabinet privé dans droit et en fiscalité. Il est membre de l'ordre des experts internationaux basé à Genève, mais sur le plan politique au niveau du Burkina, il est le 3e secrétaire adjoint aux relations internationales de l'UPC des Éphirins Diabré et donc membre du bureau politique national de l'UPC. C'est lui que nous recevons aujourd'hui à Monde Politique. Sachons également qu'il a été membre fondateur, il a dirigé le MOGECAL, le mouvement des jeunes cadres pour l'alternance. C'était au temps fort de la lutte pour ou contre la modification de l'article 37. C'est un autre épisode de sa vie. Nous en parlerons au cours de cette émission. Alors, Monsieur Néa, encore une fois, bienvenue à Monde Politique. Merci. Avant de commencer, nous vous permettons de vous adresser à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent avec un quelconque message avant que nous puissions commencer véritablement cette émission. Alors, merci Benaboua pour cette invitation qui honore ma personne et honore également le mouvement, notamment la structure que je représente, notamment le Forum des libéraux du Burkina. Alors, le message que j'ai à passer à l'endroit de la population, de la jeunesse, c'est un message d'espoir par rapport à la population, dire à la jeunesse d'espérer, car il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, pourquoi? Parce que depuis des décennies, notre pays a acquis son indépendance depuis 1960, notamment 6 décennies aujourd'hui. Et depuis ces décennies, le Burkina, le pays est toujours dirigé par les différents courants idéologiques et qui ont montré leurs capacités et leurs limites. Alors aujourd'hui, nous venons, le pays, nous proposons également actuellement une nouvelle forme, une nouvelle offre également dans le domaine politique qui est le libéralisme. Alors, et nous partons aux élections de 2020 avec 2 candidats libéraux et donc si bien que nous trouvons qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que nous estimons et nous croyons fermement alors qu'il est temps qu'on change de façon radicale l'offre politique, la gestion politique de ce pays. Merci bien. Alors, il est temps qu'on change l'offre politique. 2 candidats libéraux. Alors, on entend parler du libéralisme. Qu'est-ce que le libéralisme, pour commencer? Alors, pour commencer, il faut dire que le libéralisme, c'est juste une idéologie. Comme on l'a dit, c'est un ensemble d'idéologies et de philosophies politiques alors, qui a pour primauté, en tout cas, les principes de la liberté et de l'égalité de droit. Alors, et qui se repose également sur plusieurs axes, notamment de gestion qu'on appelle, on aime les citer, notamment l'égalité de droit, la liberté privée, la propriété privée, la responsabilité individuelle et la démocratie libérale. Alors là c'est l'individualisme, qu'est-ce qui se passe concrètement, la différence avec le socialisme? Alors il y a pas, la différence avec le socialisme, le socialisme c'est comme on le dit, on aime le dire à Morée, le côté de puits. Donc ça veut dire on cultive ensemble et on met ensemble dans le même panier pour partager maintenant avec même ceux qui n'ont pas participé. Aujourd'hui il est utopique de croire que le monde d'aujourd'hui peut toujours évoluer avec cette forme de gestion politique. C'est très difficile parce que l'homme même de façon naturelle est devenu individuel. Alors, pas qu'il est devenu individuel, il a toujours été individuel. Aujourd'hui, nul ne va accepter d'aller cultiver son champ puis venir partager avec ceux qu'on peut considérer entre guillemets comme des paresseux, ou les fainéants qui sont assis à la maison. Donc, si bien que c'est une idéologie, un courant politique qui n'a plus sa place parce que nous vivons dans un monde moderne qui est dominé par le libéralisme et tout est devenu libéral d'ailleurs. Que ce soit l'économie, la politique, et tout est devenu libéral. Alors, donc, c'est-à-dire, à votre niveau, chacun pour soi, Dieu pour tous, alors? Chacun pour soi, Dieu pour tous, et l'État est là pour jouer son rôle régalien, d'encadrer notamment ce principe de chacun pour soi, Dieu pour tous, en jouant son rôle de sécurité et de garant des libertés. Donc, c'est-à-dire, en ce moment, l'État n'a pas grand-chose à jouer, grand rôle à jouer? L'État a un rôle à jouer. Le rôle de l'État, c'est un rôle central. C'est le rôle central qui est, comme on l'appelle couramment, un rôle régalien qui est de coordonner
de réguler et d'encadrer. Les plus forts vont avaler dans ce sens les plus faibles. Comment est-ce que l'État arbitre dans ce sens-là? Non, les plus forts ne peuvent pas avaler les plus faibles, parce que les libéraux, c'est quoi? Le principe du libéralisme, c'est la défense des minorités et des plus faibles. Alors, pour dire que non, le libéralisme, c'est une idéologie politique qui permet d'encadrer et de permettre à toute personne, à l'individu de pouvoir émerger et de pouvoir s'exprimer, que ce soit dans son domaine, dans son lieu de travail et de façon courante dans la vie économique. Alors, dans sa déclinaison, on voit également on parle du néolibéralisme, du social-libéralisme. Ces composantes, par exemple, je prends le social-libéralisme promu dont M. Diabré fait la promotion. Le social-libéralisme, c'est quoi? Comment est-ce que c'est différent des autres formes, des autres courants de libéralisme dont on parle? Alors, en fait, le social-libéralisme, c'est une évolution du libéralisme. Alors, effectivement, le libéralisme est logé dans la grande partie de la droite, comme on le dit, qui est composé de l'ultralibéralisme, notamment ce que d'autres appellent le néolibéralisme. Ensuite, le libéralisme qui est au milieu, et avec l'évolution qui est parvenue maintenant à définir, à créer la troisième branche qu'on appelle le social-libéralisme. Alors, ceci pour dire que non, au niveau du libéralisme, le libéralisme, c'est une idéologie qui n'est pas dogmatique. Ça veut dire que c'est une idéologie qui évolue en fonction des aspirations des peuples, en fonction des besoins des individus. Alors, si à un certain moment, on constate que non, l'homme a besoin d'un peu de social pour pouvoir fonctionner. Donc, si bien qu'on a pu définir également ce courant libéralisme qu'on appelle le social-libéralisme. Et comme vous le dites, chez nous les libéraux, nous sommes de la droite, mais nous avons un cœur à gauche. Donc pour dire que non, nous avons un grain de socialisme. Est-ce qu'il est possible d'avoir un pied dedans, un pied dehors? C'est pas un pied dedans, c'est pas un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes tous les deux, nous sommes les deux pieds dedans, mais nous avons également des points de vue, en tout cas des positions sociales pour tenir compte de certaines réalités. Alors, vous dites qu'au Burkina, il y a 2 candidats à la prochaine présidentielle qui sont des libéraux. Tout le reste sont des sociodémocrates ou apparentés tels. Oui. Alors, c'est-à-dire, le constat qui se dégage sur le Burkinabé, est-ce qu'il est véritablement libéral, le Burkinabé? Le Burkinabé est libéral. Et même le régime qui est là actuellement, c'est un régime qui se proclame social-démocrate, mais tous ces faits sont des actes relevant du libéralisme. Alors, on voit, il n'y a pas ce régime qui vient aujourd'hui, qui ne va pas encourager la promotion de l'auto-emploi, la création des emplois. Le socialisme ne peut plus, l'État ne peut plus recruter, en tout cas les jeunes, pour essayer d'endiguer le taux de chômage. C'est pas possible. Alors, déjà même que la limite, notamment au niveau les indices au niveau de l'UEMOA, alors plafonne sur un taux de recrutement à 35% de la balance commerciale. Alors donc, si on considère cet aspect, on voit que l'État ne peut plus recruter. Récemment, si on voit les avis de recrutement au niveau du ministère de la fonction publique, on voit que le nombre de postes par emploi a considérablement baissé. Alors, je prends par exemple un cas au niveau de l'ENAREF, c'est où on recrutait 35 à 30 personnes. Cette année, c'est une personne ou c'est 5 personnes qui veulent. Alors donc, si bien que pour dire que non, l'État même est en train de se lancer dans les politiques libérales. Il y a à travers plusieurs fonds que le gouvernement a mis en place, notamment pour encourager les jeunes à la création d'emplois, puis finance pour créer de l'emploi, tout et tout. Donc tout ça sont des politiques libérales. Donc c'est pour dire que non, nous vivons déjà dans le libéralisme. Et nous avons tous des comportements libéraux et nous sommes dans le libéralisme. On voit les commerçants qui poussent les boutiques, laissent pousser des boutiques sur gauche à droite. Il y a les marchands et tout ça. Donc tout ça, c'est le libéralisme. C'est suffisant pour dire que nous avons un comportement libéral. C'est très suffisant. C'est très suffisant pour dire que nous avons un comportement libéral. Et en plus, quand on voit l'organisation de la gestion de l'État, dans 4 mois, nous irons aux élections. Ce qui veut dire que nous sommes dans une démocratie. Et la démocratie, c'est un principe du libéralisme. Ce sont les faits, la démocratie, c'est une bataille remportée. Ce sont des batailles d'étapes que les libéraux ont remportées dans leur nuit d'État. Les droits de l'homme sont des batailles d'étapes que les libéraux ont remportées dans leur nuit d'État. Donc aujourd'hui, si nous sommes toujours, nous cultivons en tout cas le maintien de cette politique démocratique et autres là. Donc ça veut dire que nous sommes dans le libéralisme, nous sommes en plein cœur dans le libéralisme. Donc il suffit maintenant que les gens l'acceptent dans la gestion comme une réalité.
et essayer d'élaborer des politiques libérales. Et pour élaborer les politiques libérales, il faut des libéraux. Un socialiste va venir élaborer une bonne politique libérale. Oui, ce que vous dites est intéressant, hein, ce que vous dites est vrai, mais à l'arrivée, vous avez un Burkina Faso qui a une tradition de partis de gauche qui ont toujours dirigé. Alors, et à côté, les autres partis qui naissent, c'est la même chose. Il y a rarement de partis qui émergent sous le label du libéralisme. Est-ce qu'il y a une explication? Alors, il y a peut-être une explication, parce qu'il faut dire que, les uns ou les autres ont toujours qualifié le libéralisme de capitalisme. Pour aller pire, il y a d'autres qui qualifient ça de capitalisme sauvage. Et je me rappelle en 2012 où le secrétaire général de la CGTB, M. Tolé Sayon, n'a pas hésité à critiquer le président de l'UPC quand il a déclaré qu'il était libéral. Alors, pour dire comment, en tout cas, à quel point les gens ont des appréhensions sur le libéralisme. Donc, je me dis peut-être que c'est ça, le refus d'affronter, en tout cas, cette vision, ce regard des autres là. Peut-être que c'est ça qui conduit certaines personnes à se déclarer de la gauche, notamment des socialistes ou des social-démocrates. Alors, deux candidats pour les élections prochaines. Maintenant, au niveau de la sous-région, quels sont ces pays qui sont d'obédience libérale? Au niveau de la sous-région ouest-africaine, surtout francophone, parce que le conseil, il est là, où même parmi nos voisins, il y a beaucoup de sociodémocrates, à l'image du Mali, du Niger et bien d'autres. Bon, au niveau comme exemple, vous faites bien de poser la question, et j'allais même en venir, parce que si on prend au niveau de la sous-région des exemples des pays dirigés par des régimes libéraux, qu'on peut citer, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. On connaît tous aujourd'hui, quelqu'un qui arrive en Côte d'Ivoire, il voit la réalité du développement des politiques libérales, comment c'est mené. Et on va au Sénégal. C'est la même chose. Au Bénin, ce sont des politiques libérales qui sont appliquées. C'est un président libéral qui est au Bénin. Alors donc, et comparer si on va faire une comparaison avec ces différents pays à régime libéral et comparer aux différents pays qui sont dirigés par des sociaux-démocrates, on voit la nette différence sur le plan de développement de ces pays. On voit la nette sur la différence sur la gestion de ces différents mouvements sociaux. Il y a beaucoup plus de mouvements sociaux dans les pays dits gouvernés par des socialistes que dans les pays dits gouvernés par des libéraux. Parce que comme on le dit, les socialistes, le socialisme c'est l'addition des impôts. Alors qui dit addition des impôts va forcément créer des mouvements sociaux. Alors la multiplication des employés. Qui dit multiplication des employés, si à un certain moment tu ne peux plus recruter et que tu décides de te confronter à la réalité, tu vas baisser le nombre de personnes à recruter, ça va créer des mouvements sociaux. Donc, dans ce cas, il faut aller, pour vous, la panacée, la solution, c'est le libéralisme. Le Burkina a une ultime solution pour son développement. Il faut qu'il y ait une politique libérale qui est installée au Burkina et qui est dirigée par des libéraux. Alors, vous avez fait le choix du libéralisme. Vous êtes le président du Forum des libéraux du Burkina, l'ancien mouvement panafricain des jeunes libéraux. Pourquoi est-ce que la dénomination a changé? Alors, la dénomination a changé parce que nous sommes inscrits dans un réseau. Je manquais de le dire parce qu'il faut le rappeler. Le Forum des libéraux, c'est un mouvement qui est inscrit dans un réseau. Donc, c'est un mouvement qui existe dans beaucoup de pays. Et il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a le Bénin, il y a la RDC, il y a jusqu'au Liban, tout et tout. Alors, nous avons fait plusieurs rencontres au niveau d'Abidjan par rapport à la mise en place du Forum des libéraux. Et en son temps, c'était le mouvement panafricain des jeunes libéraux qui était représenté. Et dans le cadre de ce réseau, donc nous avons décidé qu'il était mieux indiqué qu'on adopte une seule appellation pour tous les pays. Donc c'est ce qui a justifié en tout cas le changement de dénomination. Mais est-ce que vous en avez mouvement panafricain des jeunes libéraux, maintenant c'est devenu Forum africain des libéraux. Forum des libéraux. Forum des libéraux. Oui. La différence à quel niveau? Alors là, il n'y a pas de différence dans le fond. La différence, c'est juste la dénomination pour concorder avec les autres. Est-ce que ce n'est pas le mot panafricain qui dérange certains? Non, le mot panafricain ne dérange pas, puisque ça n'a rien à voir avec le panafricanisme qu'on connaît. Alors, mais ce forum vise quoi?
Ce forum vise à travailler de concert avec la fondation Friedrich Naumann qui fait la promotion du libéralisme. Donc l'objectif du forum est de faire la promotion du libéralisme et de faire connaître les libéralismes parce que les libéraux ne communiquent pas. Alors, si bien que, comme je l'ai dit tantôt, pour si bien que d'autres personnes, beaucoup de personnes qui s'engagent en politique, même quand ils sont des libéraux, quand ils s'engagent en politique, ils se déclarent socialistes. Sinon, on ne peut pas comprendre que le président Edi Kombero se déclare être socialiste ou de la social-démocratie. Il est socio-démocrate. Oui, socio-démocrate, mais quelqu'un qui mène une activité libérale ne peut pas dire qu'il est social-démocrate. Pourquoi? Il y avait une peur à quelque part, une peur d'affronter l'opinion des autres, l'opinion de la population. Donc pour vous, c'est voilà. Et cette peur, c'est parce que les libéraux ne communiquent pas assez. Donc le choix logique dans une telle situation, c'était le libéralisme. C'était le libéralisme. Alors vous êtes président du Forum des libéraux du Burkina, donc il y a le Forum des libéraux qui existe. Oui. À côté, il y a M. Gilbert Noël Ouedraogo également qui tient un bâton de commandement. Oui. La différence entre vos deux responsabilités, c'est quoi? Alors, M. Gilbert Ouedraogo est le président du réseau libéral africain. Alors, qui est carrément différent. Ouais. Réseau libéral africain, vous êtes président section du Burkina, Forum des libéraux du Burkina, donc il y a le Forum des libéraux, donc au plan africain, et lui le président du réseau libéral africain. La différence entre vos deux structures, c'est quoi? Non, il n'y a pas véritablement de différence. Peut-être que ils sont une ancienne structure qui dépend peut-être de l'international libéralisme, alors laquelle organisation également que le forum a rencontré sa présidente, alors pour des partenaires, nous faire connaître pour des partenariats. Et également, nous n'avons pas manqué de rencontrer le président du réseau libéral africain ici, à la personne de M. Gilbert Noël Ouedraogo, où nous sommes allés présenter le forum, présenter nos objectifs. Donc l'un dans l'autre, c'est le même objectif que nous poursuivons, qui est de faire la promotion du libéralisme et d'œuvrer de façon considérable à l'implantation des régimes libéraux dans tous les pays africains. Alors pour le moment, est-ce que le Forum des libéraux est membre de l'international libéral? Pas encore, nous ne sommes même pas encore membres du réseau libéral africain. Alors donc pour le moment, c'est vrai que nous nous préparons à adresser notre demande pour adhérer au réseau libéral africain, puisque nous pouvons adhérer. Alors, et la différence également qu'il faut noter est que le réseau libéral africain regroupe des partis politiques. Et le Forum des libéraux n'est pas un parti politique. Ah, et ça ne regroupe pas des partis politiques? Non, ça ne regroupe pas des partis politiques. Et comment on y adhère alors? Moi, pour nous, c'est un autre regroupement jeunes ici des partis politiques de libéraux. Oui. Mais comment ça fonctionne alors? Il y a des jeunes issus des partis politiques, il y a des jeunes qui ne sont même pas politiques, qui sont apolitiques, qui sont dedans. Alors donc, c'est sur toute personne qui adopte le concept du libéralisme, qui épouse les idéaux du libéralisme et ses principes, peut adhérer au Forum des libéraux. Et qui n'est pas forcément engagé en politique. Parce que pour être membre de l'international libéral, il y a des partis burkinabés qui ont frappé à la porte, qui sont membres. Il y a l'UPC, il y a le FASO autrement, qui a été admis il n'y a pas très longtemps. Il y a l'ADF-RDA qui y était depuis très longtemps. Et à votre niveau, on n'a pas forcément besoin d'y être. On peut aller individuellement, pas en tant qu'entité, pas en tant que groupe comme parti. Exactement, c'est ça que la différence fondamentale avec le réseau libéral africain et le Forum des libéraux. Il faut revendiquer au moins comme des membres au plan africain. Au plan africain, bon, on n'a pas les statistiques exactes parce que mais on sait que dans beaucoup les nombres de pays où nous avons des représentations, en tout cas ça dépasse une vingtaine de pays. Au niveau africain. Oui. D'accord. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Monde Politique et c'est avec monsieur Francis Néan, le président du Forum des libéraux du Burkina. Je précise également qu'il est troisième secrétaire adjoint au niveau de relations internationales, donc chargé de relations internationales de l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC des Zéphirins Diabré. Nous parlons de libéralisme, de comment est-ce que ça fonctionne, de comment est-ce que ça marche. Alors, pour un pays comme le Burkina Faso, quel avantage le Burkina a à implémenter une politique libérale? Alors, l'avantage pour le Burkina d'implanter une politique libérale, ça se situe à plusieurs niveaux. D'abord, en matière de création d'emplois. Alors, nous, les libéraux, le principe du libéralisme, l'un des principes du libéralisme est, en tout cas, la valorisation de l'individu. La valorisation de l'individu à travers la propriété individuelle, la propriété privée. Ça veut dire encourager les jeunes à se lancer dans des activités privées. Alors, parce que même si on les encourage pas, ils sont même d'ailleurs obligés parce que l'État ne peut plus embaucher. Alors donc, encourager les jeunes à créer des emplois privés et également travailler à l'adoption d'une démocratie libérale, parce que la démocratie libérale prônée par les libéraux est différente
de la démocratie que nous voyons actuellement. Alors, comme on l'a dit chez nous les libéraux, il ne suffit pas d'avoir des élections régulières, mais il est important d'avoir des élections non seulement régulières, mais de façon transparente et équitable et en toute liberté pour que tous les citoyens en âge de voter puissent participer en tant qu'électeurs ou en tant qu'élus. Alors donc, mettre en place une démocratie libérale et œuvrer pour la promotion de l'égalité des droits, notamment l'économie des marchés et autres. Voilà, donc l'État intervient de façon... L'intervention de l'État se résume uniquement à ce pouvoir régalien, comme je l'ai dit, qui est la sécurité, la santé et l'éducation. Ok, nous allons évoluer dans le cadre de notre émission. Le 22 novembre, il y a des élections qui arrivent. Nous allons regarder les enjeux de ces élections qui viennent. Au niveau du Burkina Faso, où il y a des candidats qui sont effectivement en lice. Donc il y a une compétition électorale qui se prépare. Mais en attendant, nous allons nous intéresser à vous personnes. Vous avez créé avec d'autres personnes le Mojecal en son temps, dans le cadre de la lutte contre la modification de l'article 37. Ouais. Alors le mouvement, le Mojecal, que devient votre organisation qui avait été en son temps créé pour prôner l'alternance au niveau de Burkina Faso? Alors effectivement, en 2012, avec d'autres camarades, nous avons créé le mouvement des jeunes cadres pour l'alternance. Et je dois d'ailleurs dire que nous avons été la deuxième structure sur le plan national à parler de l'alternance en son temps, notamment après le FOCAL du procès Ibriga. Alors après le FOCAL, c'est le Mojecal qui a suivi, qui a parlé de l'alternance. Alors nous avons fait notre petit cheminement. Et nous avons travaillé ensemble de concert avec le FOCAL du procès Ibriga et d'autres structures également de la société civile, où nous avons créé en son temps le fonds de licence citoyenneté, alors qui était présidé par le professeur Ibriga comme porte-parole, et moi je représentais le Mojecal comme secrétaire général. Alors je pense d'ailleurs que c'est ce forum-là qui a conduit, après l'avènement de l'insurrection, la rédaction de la charte et qui a mis en place la transition. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a eu l'alternance, mais après les élections, bon, chacun a pris son bonhomme de chemin, comme on l'a dit, quand les gens s'engagent même dans la société civile, chacun a toujours son bord. Alors donc, après l'insurrection, après la transition, bon, chacun a pris son bord. Voilà, et donc, si bien que le Mojecal est resté comme tel. Alors, le Mojecal, ça a été dissous, ou bien ce n'est pas dissous, mais ça ne fonctionne pas? Bon, ça n'a pas été dissous officiellement, mais je peux dire que c'est comme une dissolution de fait, parce que puisque ça ne fonctionne plus. Alors, et d'autres personnes sont rentrées dans le gouvernement, d'autres ont continué leur chemin ailleurs, d'autres sont restés dans l'opposition. Voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, le Mojecal ne pouvait plus fonctionner, parce que l'objectif n'était plus le même. On n'avait plus des objectifs convergents, donc du coup c'était compliqué de soit à renouveler le bureau à travers une assemblée générale pour l'organiser pour continuer. Et malheureusement nous ne l'avons pas fait. Alors vous n'avez pas fait, il y a un de vos membres aujourd'hui qui est dans le gouvernement, c'est le ministre de la Justice René Bagoro qui était membre du Mojecal, c'est bien ça? Oui, il était le premier vice-président du Mojecal. Avec vous? Avec moi, comme président. Mais aujourd'hui, quelles sont vos relations? Bon, c'est une relation personnelle. Nous ne parlons plus politique. Et chacun laboure son champ de son côté. Et moi, j'ai repris le forum des libéraux pour continuer le côté politique. Et lui, il s'est retrouvé dans le gouvernement, d'abord dans le gouvernement de la transition et ensuite dans le gouvernement du MPP. Alors, est-ce que c'est sous le label Mojecal qui est allé dans le gouvernement de la transition? Parce qu'il y en a qui sont allés sous le label société civile, d'autres sont allés sous la bannière des partis politiques. Il y a des ministres qui étaient représentés pratiquement des partis politiques, parce que chaque parti politique avait son ministre. Ouais. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il est allé? C'est au nom du Mojecal ou bien comment ça se passe? C'est parce que c'est aussi l'une des pages de l'histoire du Burkina dont on maîtrise peu certains tenants et aboutissants. Alors, à mon humble avis, je peux oser affirmer, en tout cas, sous réserve d'un autre son de cloche de sa part, je peux affirmer qu'il est parti dans le gouvernement de la transition au nom du Mojecal, parce qu'il est parti pour représenter le président du Mojecal pendant les considérations pour la rédaction de la charte, parce que je n'étais pas là. Vous étiez le président, vous n'étiez pas là? J'étais au Tchad, l'insurrection m'a trouvé à Djamena.
Vous n'étiez pas dans le cadre de vos activités professionnelles. Donc vous étiez au Tchad, voilà, et nous vous avez représenté dans les pourparlers, et puis bon. Oui. Et la suite, comme on le dit chez nous, la suite est connue. Vous étiez le président de Mojecal, mais vous avez été secrétaire général du Front de résistance citoyenne. Oui. Alors après, la main a été passée à M. Ismaël Diallo. Oui. Aujourd'hui, que devient également ce Front de résistance citoyenne? Alors j'avoue que quand je suis rentré de Gamena après l'insurrection, j'ai rencontré le professeur Ibuga, on a échangé, j'ai rencontré le professeur Loada, on a discuté, mais la suite du front de résistance, parce que comme je l'ai dit, l'insurrection étant arrivée, et qu'il y a eu une transition, bon, chacun a repris son petit bonhomme de chemin, voilà, comme il entend. Donc du coup, moi je ne me suis même plus intéressé au front de résistance citoyenneté. Et il faut dire d'ailleurs, il y avait même plus que le front de résistance citoyenneté, il y avait le mouvement Ayo qui était en création. Le mouvement Ayo. Ça veut dire quoi? Le mouvement Ayo. C'est un terme, c'est en langue locale. Ayo en moré, en tout cas, ça veut dire non. Peut-être si c'est dans une autre langue, je ne sais pas, mais si c'est en moré, ça veut dire non. Voilà, donc c'est le mouvement Ayo. Voilà, donc qui regroupait ratissait large avec d'autres organisations de la société civile et même d'autres partis politiques, d'autres ONG, toujours dans le cadre de la lutte contre la TI-37. Et ce mouvement n'est pas né? Alors, il y a eu une déclaration de presse qui a été faite et quand on préparait les premières activités et puis bon, les choses se sont accélérées et il y a eu l'insurrection. C'est un mouvement qui devait naître. C'est sous la transition ou c'est avant? Non, c'était avant la transition. Avant la transition. Oui. Qui allait s'ajouter aux autres mouvements. Voilà, qui allait englober entre guillemets, alors le Front de résistance citoyenneté et toutes les autres organisations. Comme le Ballet citoyen. Voilà, puisque le Ballet citoyen ne faisait pas partie du Front de résistance, mais dans le mouvement Ayo, voilà, c'est qu'il y avait des pourparlers pour les prendre en compte dans ce regroupement. D'accord. Mais il y a eu aussi la coalition des organisations de la civilité civile pour la tenance, COSCA. Oui. Que devient également cette organisation? Alors la coordination des organisations de la société civile, ça a été créé en partenariat, en collaboration avec le chef de file de l'opposition, l'institution chef de file de l'opposition, qui avait remarqué qu'à un certain moment, il travaillait beaucoup avec des OSC. Alors, quand il y a des manifestations, des mots d'ordre, des marches qui sont lancées, c'est les OSC qu'on travaille avec. Alors donc, le CFOP avait demandé à ce que les organisations, les OSC, en tout cas membres du CFOP là, se regroupent dans une organisation qu'on appelle coordination des organisations de la société civile pour pouvoir faciliter le partenariat dans le cadre de la lutte contre la modification de l'article 37. Alors, en son temps, le Front de résistance citoyenneté a refusé parce qu'eux ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas être à la remorque de l'opposition. Alors, ils ont préféré rester au niveau du Front de résistance. Donc, c'est ce qui a amené les OSC qui étaient affiliés au niveau du CFOP, une certaine partie, alors donc à se regrouper au nom de la COSCA pour lancer ce mouvement. J'étais d'ailleurs le coordonnateur à son temps. Alors vous avez fait, oui. Voilà, la COSCA était partie sur la base d'une plateforme minimale de revendication. Voilà, et c'est cette plateforme qui liait la COSCA et le CFOP. Et c'est cette plateforme également qui était comme l'acte de naissance de la COSCA. Alors, et après l'insurrection, le chef de file de l'opposition a déclaré dissous le CFOP. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme entre guillemets. Alors donc, moi j'ai dit que de bonne guerre, si le CFOP n'existe plus, c'est qu'il n'y a plus de raison qu'il y ait une COSCA. Donc, et de ce fait, moi je me suis retiré et j'ai dit que bon, à partir d'aujourd'hui, je me retire de la coordination de la COSCA. Et après, je pense qu'après, il y a d'autres personnes qui ont révélé ça pour continuer, m'ont appelé, j'ai dit ça ne m'intéresse plus. Alors, vous avez fait tous ces mouvements. Aujourd'hui, quand vous faites le bilan, comment vous sentez-vous? Alors, je peux dire que c'est avec fierté d'avoir fait tous ces mouvements, toute cette bataille, parce que c'est une expérience quand même capitalisée. Voilà, et je suis fier parce qu'à un moment, je peux dire que non, j'ai participé également dans les batailles de mon pays, pour le bien de mon pays. Alors, est-ce que vous avez besoin de faire partie de plusieurs mouvements pour pouvoir vous engager? À la fin, est-ce que ce n'est pas une limite? Si vous, moi j'ai calme, j'imagine qu'il y a des cotisations qu'il faut payer. COSCA, pareil. Et puis, dans d'autres mouvements, FRC. En fait, c'est pas peut-être que vous n'avez pas bien compris, c'est pas plusieurs mouvements.
Parce que c'est fait tout, que ce soit la COSCA ou le FRC, c'est tout le Mojecal qui fait avec un regroupement avec d'autres organisations qui créent ces trucs. Donc, l'organisation de base où j'étais, c'est le Mojecal. Et maintenant, le Mojecal, avec d'autres organisations, ont créé la COSCA. Oui, je suis d'accord. Vous êtes Mojecal. Oui. Donc, avec deux structures, vous lancez le FRC. Avec deux structures, vous lancez COSCA. Oui. Alors, maintenant, c'est comme j'ai dit, il y a quand même une dépense en énergie, en argent, pour participer aux activités ou pour organiser les activités. Est-ce qu'on avait besoin vous aviez besoin de plusieurs structures pour faire ce combat-là? Alors, l'objectif, à ce temps, nous, on ne regarde pas tous ces détails. Donc, on avait l'objectif qui est visé, il faut arriver à empêcher par tous les moyens la modification de l'article 37. Donc, c'était ça qui était comme une drogue, entre guillemets, pour nous. Alors, du point de vue cotisation que vous parlez, je pense que c'est au niveau du Mojecal qui était mon organisation de base. C'est là-bas seulement qu'il y avait cotisation. Alors, les autres organisations, les activités qui étaient menées, bon, nous, les membres n'avaient pas de cotisation à faire. Il n'y a pas de cotisation à faire. Mais comment vous financiez vos activités en son temps? Alors, puisque c'était les conférences de presse au niveau du centre de presse Norbert Zongo général. Voilà, centre de presse Norbert Zongo. Au niveau de la COSCA, c'était les conférences également au niveau du CFOP, où vous pouvez souvent passer sur le plateau télé et autres. Il n'y avait pas grande dépense. Il n'y avait pas grande dépense. Alors, aujourd'hui, vous, les anciens camarades qui avaient mené cette lutte et qui aboutit à l'insurrection, est-ce que vous parlez toujours? Si, on se parle. Quand bien même il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées dans la majorité, d'autres sont restés dans l'opposition, mais on se parle. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec aucun d'entre eux, et que ce soit les Aziz Sana et autres, tout ça, on se parle. Oui, Aziz Sana qui était député CNT. Voilà, qui était député avec Hervé Ouattara, on se parle. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a les enjeux des prochaines élections, mais comment on appelle ça? Ces prochaines élections, il y a plusieurs enjeux. Plusieurs enjeux. Pour vous, le premier enjeu se trouve à quel niveau? Alors, le premier enjeu pour ces élections, d'abord, je pense qu'il y a la question sécuritaire. Il y a la question sécuritaire qui est là. Et si on s'en tient au rapport de l'Assemblée nationale, le rapport que le président de l'Assemblée nationale a fait à l'issue de sa tournée, qui a relevé qu'il y a 52 députés alors qui ne pourront pas battre campagne. Alors donc, c'est à se demander, les 52 députés qui ne pourront pas battre campagne, ça veut dire que ça équivaut en tout cas à beaucoup de personnes, un nombre très élevé de personnes qui sont en insécurité. Alors, comment maintenant les partis vont faire pour aller vers ces personnes-là, pour les parler? Ça c'est vraiment, c'est une première question très, très, très délicate. Alors, maintenant, sur les enjeux par rapport à ces élections, c'est qu'il faut que la population prenne conscience que le pays a vraiment besoin d'un changement radical. Alors, on ne peut pas, j'espère que les gens ne vont pas renouveler leur confiance à un régime qui, en 4 ans d'exercice, a ramené, si on peut l'appeler ainsi, le pays complètement à terre. Nous n'avons plus de sécurité. Il y a combien d'écoles qui sont fermées. Il y a, je pense qu'à la date, en mars 2020, quand on faisait les statistiques, il y avait plus de 2000 écoles fermées. Et près d'1 million de personnes, aujourd'hui, sont appelées personnes des personnes déplacées. Alors, donc tout ça, ce sont des enjeux que, en tout cas, les électeurs, la population doit tenir compte avant de rentrer dans les urnes pour essayer d'apporter, en tout cas, le changement pour ce pays-là. Et le changement pour ce pays, c'est d'arriver à asseoir un nouveau régime qui va conduire un bon développement, une bonne politique de développement économique, sécuritaire et social pour ce pays. Alors, oui, vous dites que la question sécuritaire, c'est l'un des enjeux, c'est l'un des défis à pouvoir relever au niveau des partis politiques. Il y a aussi le défi, pour certains, le défi du rajeunissement. Est-ce que c'est au même niveau de défi? Alors, c'est le défi au niveau du rajeunissement, c'est le changement de la classe politique burkinabé. Alors, le changement générationnel, si je comprends, mais vous voulez parler du changement générationnel. Alors, c'est un changement qui va se faire de fait. On n'a pas besoin de se bousculer pour ça. Aujourd'hui, si on prend la classe politique actuellement, elle est déjà très vieillissante. Et qu'on le veuille ou pas, ou qu'ils le veulent ou pas, forcément, ils vont quitter la scène politique.
Alors, mais ce qui ne veut pas dire pour autant que les jeunes doivent rester en marche pour attendre que non, les vieux quittent la scène politique avant qu'ils viennent occuper les devants. Ça veut dire que c'est une marche de conseil qui doit être faite de telle sorte à ce qu'il y ait ce qu'on appelle le transfert de compétences à quelque part, voilà, pour pouvoir assurer la relève. Donc du coup, nous jeunes politiciens aujourd'hui, nous avons toujours besoin de marcher à côté des anciens pour apprendre leurs expériences, voilà, et pouvoir également les prendre la main, en tout cas une fois au soir de leur retraite politique. Alors, les doyens, comme on les appelle, opposent à la jeunesse un problème de formation ou de comportement exemplaire, parce que pour eux, quand certains jeunes arrivent à être responsabilités, à la fin, le résultat n'est pas satisfaisant. Alors, il y a effectivement ce problème de formation de la jeunesse, c'est un problème très réel. C'est un problème très réel et même très crucial. Parce qu'effectivement, les jeunes ne sont pas formés. Nous-mêmes, nous autres, nous sommes des autodidactes de la politique. Ce n'est pas comme au temps de des anciens où il y avait trop de centres de formation, il y avait des écoles, des conférences, tout et tout pour former les jeunes. Mais aujourd'hui, je pense que la responsabilité est partagée. Quand tu appelles des jeunes aujourd'hui de venir suivre une conférence de presse ou suivre une conférence publique, débat, bon, les gens préfèrent aller vaquer à autre chose que de venir écouter des paroles, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Pourtant, la formation vient de là. Alors, et c'est l'une des trucs que le Forum des libéraux espère également pouvoir relever, l'une des tâches que le Forum des libéraux espère pouvoir relever à travers les conférences que nous avons prévues pour former les jeunes, les étudiants et autres, de tous bords, sur les idéologies, et notamment en particulier sur le libéralisme. Mais il y a des partis qui ont déjà des centres de formation, pour ne pas dire des écoles de formation, comme l'UPC, comme le MPP. C'est vrai que d'autres partis n'en ont pas, mais c'est aussi le problème de l'existence des cadres de formation. Ouais. On a l'impression qu'il n'y en a pas assez. Bon, il n'y en avait pas, il n'y en a même pas. Les deux que vous avez cités, ça vient d'être créé. Le MPP a créé ce centre de formation, c'est en 2015. Après les élections d'ailleurs, en 2016 après les élections, l'UPC également a créé son centre de formation il n'y a pas très longtemps, c'est après les élections présidentielles de 2016. Donc pour dire qu'il n'y en avait pas, et aujourd'hui il n'y a que deux. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des structures qui travaillent en tout cas en parallèle pour pouvoir combler ce gap du manque de centre de formation là, pour pouvoir en tout cas espérer également que les publics cibles seraient intéressés à se former. Et quand vous faites un tour sur la toile, vous voyez sur le niveau du débat politique est très bas. Alors il y a des gens qui ne peuvent même pas soutenir une discussion avec une discussion argumentée pendant un certain temps sans balancer dans les gingembre. Donc c'est très compliqué, ça reflète en tout cas le niveau de formation, l'absence de formation de ces jeunes-là, surtout dans le domaine politique. Alors, surtout dans le domaine politique, vous dites, on a réussi, après l'insurrection populaire, il y a un régime qui a changé, le CDP se prépare à revenir. Il y en a qui disaient d'ailleurs en 2014, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'alternance, c'est l'alternative. Cette alternative, est-ce qu'on l'a eu? Si on ne l'a pas eu, comment y parvenir? Alors, je pense qu'on peut considérer d'ailleurs que le MPP au pouvoir, c'est une alternative, parce que ce n'est pas une alternance. Alors, si on prend des partisans d'un même système, c'est comme pour citer M. Melghel Traoré qui a eu à dire en 2012 que, pas en 2012, après la création du MPP, 2014. Voilà, 2014, merci. Alors, si le MPP arrive au pouvoir, ce n'est pas que l'alternance. Mais si l'UPC arrive au pouvoir, ça c'est une alternance. Parce que quand on parle d'alternance, ça veut dire qu'on parle de changement radical de système de gestion du pays. Alors donc, le MPP arrivé, on peut dire que c'est une alternative, parce que ça nous a permis quand même de barrer la route à la modification de l'article 37 et d'éviter en tout cas la continuité du régime du président Blaise Compaoré. Donc c'est une alternative. Maintenant, c'est maintenant que nous sommes en novembre 2020 que nous allons maintenant pour la conquête de l'alternance. Et cette alternance qui consiste à asseoir un régime libéral pour le Burkina, avec un président libéral. Alors, en 2015, par rapport à l'actualité électorale, oui, il y a la loi sur la couverture des activités hors campagne dans cette période-là.
elle est controversée. Oui. Donc il y a des médias qui s'en sortent difficilement, il y a des hommes politiques qui ne veulent pas en entendre parler. Vous êtes un jeune qui a participé activement à l'insurrection, même si la période de l'insurrection, vous n'étiez pas là compte tenu de vos activités professionnelles, mais avec le recul, alors est-ce que, avec le recul, quelle lecture faites-vous de cette loi-là? Alors je pense que... En tant qu'homme politique, je pense que... c'est bien ou ça vous pénalise? En tout cas, ça pénalise. Ça pénalise pourquoi? Parce que du coup, quand on prend 3 mois alors avant les élections où les médias ne doivent plus recevoir sur leur plateau des hommes politiques pour parler de politique, ça veut dire que ça ne crée pas. En fait, ça crée un peu le sentiment de favoritisme. Favoritisme pour qui? Favoritisme pour le régime. Parce que si l'opposition, les opposants ne peuvent plus avoir, les hommes politiques ne peuvent plus avoir le plateau pour parler, ça veut dire que c'est le régime en place que ça profite. Parce qu'eux, ils sont toujours sur le terrain à travers les activités gouvernementales et autres. Et maintenant, mais les politiciens ne peuvent plus, les opposants ne peuvent plus avoir accès au plateau. On prend le régime en place, même quand ils viennent sur le plateau, même s'ils ne parlent pas de politique, le fait même de passer sur le plateau pour parler des activités de leur département ministériel ou de leur structure et autres, donc ça concourt également à leur visibilité sur le plan politique. Par contre, l'opposition ne peut plus, le politicien de l'opposition ne peut plus avoir cet accès-là. Donc il y a un favoritisme à quelque part. Je pense que vraiment c'est une disposition qui a été votée à chaud. En tout cas sur le feu de l'action, voilà, suite à l'insurrection. Et je pense qu'avec le recul, en tout cas même ceux qui ont introduit ce projet de loi-là, je pense que beaucoup regrettent actuellement. Alors, voter à chaud, beaucoup regrettent actuellement. Qu'est-ce que vous faites dire que beaucoup regrettent actuellement? D'abord, parce qu'ils ne peuvent plus avoir accès au plateau pour parler de leurs actions politiques et autres. Donc du coup ça crée un sentiment de regret. Mais pourquoi même s'ils ne l'ont pas affirmé, moi ce que je pense que ça crée un sentiment de regret sur leur défaut. Mais les hommes politiques n'ont pas demandé une lecture de cette loi, quand bien même il y a eu le dialogue politique qui a demandé de revoir certains articles ou certaines dispositions liées au vote de Burkinabé et de la diaspora, mais cette partie de la loi n'a pas été revue. Bon, le cours électoral était introduit à l'Assemblée pour une lecture, modification. Et on ne connaît pas le contenu, mais peut-être qu'il y avait cette disposition qui était dedans également. Mais même si c'est dans ce cas, est-ce qu'il n'y a quand même pas que les choses ont été prises en retard? Parce que 2015, après les élections, on a eu 5 ans. Oui. Est-ce que les hommes politiques ne pouvaient pas demander une lecture de cette loi? Parce qu'actuellement, il y en a qui sont fâchés contre cette loi d'ailleurs. Alors, il faut dire que en fait, les enjeux étaient tellement de taille de 2015 à aujourd'hui, si bien que les gens ne peuvent pas se rappeler automatiquement qu'il y a telle disposition qu'il faut sauter. Alors, je pense que c'est à l'épreuve du terrain qu'on se rend compte maintenant, on fait face à une disposition que nous-mêmes nous avons introduite dans le corps électoral. Donc, je pense que peut-être que c'était tombé dans l'oubli et qu'à un pas des élections, maintenant, les gens vont se rendre compte que non, c'était une erreur. En tout cas, qu'ils auraient dû corriger depuis longtemps. Oui, mais elle est là. Mais elle est là, de façon fracassante. Vous êtes à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision TV. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Francis Néa, le président du Forum des libéraux du Burkina. Il est également membre de l'Union pour le progrès et le changement, le parti de Zéphiré Diabré. Alors nous parlons maintenant des questions diverses, les questions diverses au niveau de la scène politique burkinabé. Vous observez des jeunes, vous avez eu les listes. C'est vrai que la période de rendre les listes disponibles n'est pas encore arrivée pour qu'on sache quel parti a enrôlé quel jeune, mais quand vous voyez au niveau de la participation des jeunes sur la scène politique burkinabé, vous qui êtes jeune, est-ce qu'il y a un motif de satisfaction comparativement à d'autres pays, compte tenu du fait que avec le contact que vous avez d'autres pays, vous avez d'autres expériences d'autres pays qu'on peut partager? Alors je pense que il y a quand même des motifs de satisfaction. Par exemple, si on prend le cas de l'UPC, où on enregistre les plus jeunes députés, on enregistre les plus jeunes maires, et nous avons l'UPC a les plus jeunes élus. Alors, si bien que les gens souvent s'amusent à dire que chez vous, à l'UPC, il n'y a pas de carte.
Il n'y a pas de carte. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont jamais géré le pouvoir d'État. Donc vous ne pouvez pas les connaître. Donc ça veut dire que ça montre vraiment que c'est des jeunes, alors des jeunes policiers qui ont été promus. Alors, et ailleurs, également, il y a des partis qui n'ont pas pu respecter, en tout cas, ce mélange-là, comment on appelle ça? En tout cas, le quota, ce quota qui avait été demandé, que ce soit pour le quota pour les femmes ou pour les jeunes, il y a beaucoup de partis qui n'ont pas pu les respecter. Mais je trouve, en tout cas, je peux le dire avec fierté, au niveau de l'UPC, ça a été strictement respecté. Donc, si bien que ça donnait le résultat que nous avons aujourd'hui. Alors, ailleurs, comme en Côte d'Ivoire, je peux citer, là-bas également, il y a quand même des jeunes qui sont promis au niveau de qui ont été promus au niveau de l'Assemblée sur des listes législatives. Il y a des jeunes maires. Je ne connais pas trop, je ne connais pas tous, mais pour les quelques personnes que je connais, et même dans le gouvernement, il y a des jeunes ministres. Oui, mais au niveau du Burkina, il n'y en a pas seulement qu'à l'UPC qu'il y a des jeunes qui sont engagés, il y a d'autres partis politiques, mais de façon globale, comment appréciez-vous leur militantisme? Alors, de façon globale, je peux dire que tout cas, je peux dire qu'ils s'en sortent sous réserve de certains manquements qui sont liés à la formation politique que nous avons évoquée ici, alors liés à la culture politique et autres. Je pense que en tout cas, les jeunes qui sont promus, alors qui sont arrivés à se faire élire sur les listes, et notamment les jeunes élus, notamment comme les maires et puis les députés, on voit quand même de l'action. En tout cas, à leur niveau, en leur sein, on voit du dynamisme et je pense que ça augure quand même des lendemains meilleurs pour une bonne relève. Oui, mais vous avez des jeunes également qui attendent, qui comptent sur des quotas, d'autres qui disent qu'il faut intégrer les jeunes. Quel message avez-vous pour ces jeunes-là? Alors, le message que j'ai à leur endroit, à ceux qui disent qu'il faut intégrer des jeunes, je pense qu'il ne suffit pas de sortir avec un mégaphone pour faire appel aux jeunes pour venir insérer sur les listes. C'est comme souvent, un peu je disais à quelqu'un souvent en causerie par rapport aux actions du gouvernement d'appeler les gens pour venir prendre l'argent pour aller créer des entreprises. On n'appelle pas quelqu'un pour lui donner l'argent d'aller créer une entreprise. Quelqu'un crée son entreprise et on vient l'appuyer. Alors donc si vous appelez quelqu'un de prendre l'argent d'aller créer une entreprise parce que vous voulez mener une politique de développement de l'auto-emploi, c'est que c'est voué déjà à l'échec. Parce que la personne n'est pas préparée pour créer une entreprise. Donc de la même façon, on ne peut pas appeler un jeune de donner l'argent de créer une entreprise. On ne peut pas sortir également appeler quelqu'un avec mégaphone de venir parce que les jeunes n'ont qu'à venir insérer sur une liste législative. Donc du coup, pour que les jeunes soient en tout cas intégrés sur les listes, il faut que les jeunes d'abord s'intéressent même d'abord à la politique. Aujourd'hui, la vérité, la réalité, le constat est clair. Beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Il y a beaucoup qui n'ont même pas de carte d'électeur. Quand tu leur dis d'aller prendre sa carte, tu te dis que non, lui, il ne peut pas aller s'allier pour chercher du pain pour donner à quelqu'un. Parce qu'il estime que le monsieur qui sera élu, c'est que c'est du pain qu'il ne peut pas chercher pour lui donner. Donc c'est compliqué. Donc il faut que les jeunes là, cette jeunesse-là, s'intéressent d'abord à la politique et acceptent également de se former et acceptent également de suivre, en tout cas avec patience, et avec abnégation, en tout cas ce qui se passe sur la scène politique, suivre en tout cas les différentes formations au-delà, afin de pouvoir se frayer un passage. Mais votre discours tranche avec celui tenu par les autres pour qui il faut encourager. C'est comme si être jeune, ça vous donne tous les droits, donc les portes s'ouvrent et on doit vous responsabiliser parce que c'est vous les jeunes. C'est ce discours qui est tenu, mais votre discours tranche d'avec. Oui, justement, ça tranche parce qu'on ne doit pas te donner parce que tu es jeune, on doit te donner parce que tu mérites. Parce que tu mérites et parce que tu es prêt. Mais il faut savoir encourager. Ah oui, c'est l'encouragement, mais Amouré on dit que il faut avoir le fou pour les raser. Si le fou n'est même pas là, tu vas les raser comment? Donc il faut qu'ils s'intéressent d'abord à la chose politique pour qu'on puisse les encourager. Mais les jeunes ne s'intéressent pas à la chose politique. Donc c'est ce qui donne ce résultat qu'on a actuellement et qui fait que certains vieux se maintiennent toujours et arrivent toujours à se maintenir sur la scène politique parce qu'il n'y a pas de jeunes. Mais les jeunes également craignent, compte tenu de la réalité de la vie politique burkinabé, où il n'y a pratiquement pas d'enfants de cœur, donc il y en a qui craignent de venir effectivement se faire phagocyter ou se faire salir entre griffes. Mais donc il y a aussi une façon de faire la politique qui rebute aux yeux de certains jeunes. Non, on ne peut pas se faire salir. On peut pas se faire salir si on a une conviction. Il faut venir avec une conviction. Si tu as ta conviction, tu suis ta conviction. Personne ne peut te faire salir, ne peut te salir ni te faire salir. C'est pas possible. Et tout cela rejoint toujours la formation. Il faut que les gens se forment. Malheureusement, c'est triste de le dire, mais malheureusement,
la seule organisation où les gens sont formés de façon perpétuelle, c'est au niveau des syndicats. Quand vous prenez les syndicats, un jeune qui commence à travailler, qui rentre dans le syndicalisme, soyez-en sûr qu'il sera formé étape par étape jusqu'à ce que, en tout cas jusqu'à l'évolution de toute sa carrière. Il y a des formations sur les différents courants syndicaux et tout ça. Mais vous dites, au niveau de l'UPC, vous avez une école de formation. Oui, voilà, c'est ça que j'ai dit, c'est bien, mais c'est pas arrivé, puisque ça vient d'arriver. C'est pas tout. Mais comme je dis, bon, mieux vaut tard que jamais. Donc on espère que les gens vont s'intéresser pour aux différentes formations que ce centre de formation va lancer. Voilà, également pour se former. Alors, vous avez un message à l'endroit de ces jeunes-là qui sont sur Facebook, qui ne sont pas engagés en politique, mais qui connaissent bien les hommes politiques ou qui prétendent connaître les hommes politiques et qui parlent à souhait, à tort ou à raison de ces hommes politiques, de ces acteurs-là. Quel est le message que vous avez pour eux? Non, j'ai l'habitude de dire avec certaines personnes quand je cause une bosse, comme on le dit, tes analyses que tu fais sur la toile, c'est bon. Mais sache que ces analyses ne pourront rien changer si toi tu ne t'engages pas dans la politique. Les idées que tu développes, aussi belles soient-elles, ne peuvent pas changer la politique tant que toi tu t'engages pas dans la politique. Donc, ce que j'ai à donner comme message sur ce message, ils n'ont qu'à s'engager dans la politique. Ils n'ont qu'à s'engager dans la politique avec conviction et ne pas s'engager forcément parce qu'il y a le voisin qui est dedans ou bien il y a l'oncle qui est dedans. Il faut s'engager dans la politique avec conviction. En 2012, moi j'ai affronté beaucoup de mes oncles. Depuis 2010, mon engagement politique, j'ai affronté beaucoup de mes oncles. J'ai refusé de les rejoindre parce que c'est pas ma conviction est ailleurs. Donc, ils sont dans d'autres partis, vous avez choisi l'UPC, c'est voilà. Ce que vous voulez dire? Tout à fait. Alors, mais en famille, comment ça se gère? Parce que c'est pas aussi simple souvent. Non, mais bon, c'est vrai que ça n'a pas été simple, mais on était obligé de faire avec. Hein. Ouais, mais il y a ces jeunes également qui font le combat par procuration. Bon, ça par exemple, tout ça c'est le manque de formation. Moi, je résume tout ça par manque de formation. Parce que si un homme politique peut appeler un jeune, en tout cas, monnayer ses prestations pour qu'il parte se mener des batailles par procuration, comme on le dit, et généralement ça se passe sur la toile pour aller insulter ou dénigrer tel autre homme politique parce que les deux ils avaient des inimitiés depuis longtemps. Donc c'est pas intéressant. Mais si les jeunes là sont formés, je pense qu'ils vont se démarquer de ces pratiques là. Parce que c'est en acceptant, mais d'ailleurs ces différentes offres là, c'est ça qui fait que les vieux aiment de dire que non, la jeunesse n'est pas prête. Parce qu'effectivement, un jeune qui accepte faire ce travail-là, c'est que vraiment il n'est pas encore prêt pour assurer la relève. Et si on s'en tient à ce qui se passe sur la toile, en tout cas, souvent on aime le dire que mais la relève, elle sera très très dangereuse. La jeunesse actuellement qui est sur la toile, si c'est cette jeunesse-là qui doit venir en politique, elle sera très dangereuse. On risque de déchirer le pays en 2 jours. Alors, les 3 gros partis politiques, pour ne pas dire les derniers grands partis politiques, parce que les autres ont fait le congrès d'investiture bien avant, les 3 à l'avoir fait, c'est le MPP, suivi de l'UPC et du CDP. Donc, je pourrais caricaturer, pour reprendre les termes de M. Diabré, les 3 Baobabs ont tenu leur congrès au même endroit. Chacun a réussi en tout cas à faire ça le comble. Il reste maintenant le jour du grand rendez-vous, le 22 novembre. Il y en a qui disent on aura un premier tour, on n'aura pas de premier tour. Certains rêvent d'un cacao comme ils le disent, il n'en est pas question. Alors, il y a des arguments aussi qui tendent à faire croire que gagner au premier tour, forcément, il y a eu de la magouille ou il y a de la magouille quelque part. Il y a aussi la CENI dont l'arbitrage est plus ou moins remis en cause pour certains. Alors, comment faire pour réussir un scrutin apaisé dont les résultats peuvent être acceptés par tout le monde? Alors, c'est l'une des grandes inconnues actuellement. Alors, pour réussir un scrutin apaisé, je pense que ça tout réside en premier lieu au niveau de la CENI. Alors qui doit jouer son rôle de façon transparente avec un fichier électoral consensuel, non contesté, et après un audit international comme le président Diabré l'a demandé. Alors après cette étape, si la CENI joue correctement son rôle, ça va dépendre également, le deuxième point va dépendre également du discours des hommes politiques. Alors, les discours qu'ils vont tenir pendant les 21 jours de campagne, donc ça va dépendre également de ce discours qui sera tenu sur le terrain. Alors, s'il y a des bons discours, en tout cas conciliants, et
qui véhicule l'acceptation de tous, alors je pense que nous pourrons en tout cas aller aux élections de façon transparente, voilà, et puis sortir en tout cas de ces élections-là avec un président démocratiquement élu. Alors, et naturellement, dans un second tour. Pourquoi vous pensez seulement qu'il faut un second tour pour régler le problème? Non, pas que je pense qu'il faut un second tour. C'est parce que je suis convaincu qu'il y aura un second tour. Parce que vous, à l'UPC, vous n'êtes pas capable de gagner au premier tour. Il y a quand même, en fait, il y a une réalité qu'il faut. C'est une affaire d'assise de conviction. Est-ce que vous n'êtes pas convaincu? Vous-même, vous pouvez faire un cacao. Il y a une réalité qu'il faut regarder. Comme on l'a dit, il y a 3 baobabs. Comme le président Diabé l'a dit, il y a 3 baobabs. Et les 3 baobabs vont de façon individuelle aux élections. Alors, pour dire que si les 3 baobabs vont de façon individuelle aux élections, si les forces sont équilibrées entre les 3 baobabs, ça c'est mathématique, on ne peut pas avoir un premier tour, un coup KO. Ça c'est mathématique, c'est un calcul arithmétique. Et si vous passez par un coup KO, est-ce qu'on pourra comprendre également qu'il y a eu un trucage des résultats? Mais puisque ce n'est pas nous qui organisons les élections. Oui, mais justement, parce qu'il y a un discours qui tend à dire que s'il y a un passage au premier tour, c'est qu'il y a eu de la fraude. Comme si ces derniers ne sont pas convaincus qu'eux-mêmes peuvent faire un premier tour. Bon, comme on l'a dit, c'est une question de réalité. Pourquoi il faut voir la réalité en face? Parce que ce n'est pas des gens qui se préparent à ne pas accepter une défaite. Ce n'est pas une question de se préparer à ne pas accepter une défaite. Vous connaissez vos forces avant l'aller, vous dites que si je vais sur ce pied-là, je vais perdre, mais déjà, je dis c'est l'arbitrage qui a fait que je n'ai pas gagné. Est-ce que ce n'est pas des gens qui préparent déjà les esprits à accepter leur défaite, qui veulent instrumentaliser leur défaite? Non, probable. Non, pas du tout. C'est pas le cas. Il n'y aura même pas de défaite. Il n'y aura pas de défaite. Mais seulement, on estime que non, que si, comme je l'ai dit, c'est un calcul arithmétique. S'il y a 3 baobabs, comme vous venez de le dire, et tous les trois baobabs ont rempli le palais des sports. Alors donc, si toutes les 3 parties ont rempli le palais des sports, on peut dire que les forces sont équilibrées. Et en présence de 3 forces équilibrées, comme une force et que les 3 compétissent ensemble, mais par quel miracle il y aura une des forces qui va se retrouver premier. D'accord. En tout cas, en attendant de savoir si remplir le palais des sports Ouaga 2000 c'est suffisant pour dire qu'on est suffisamment un grand baobab, c'est au soir du 22 novembre que les Burkinabés vont départager pour que l'on sache comment est-ce que les choses vont se dérouler pour la suite. Déjà, il est l'heure, nous allons vous dire merci d'être venu, mais vous dire que les portes de l'émission restent toujours ouvertes. On pourrait échanger sur bien d'autres sujets, éventuellement aussi en lien avec vos compétences. Madame, Messieurs, nous vous disons merci pour que vous l'avez suivi parce que c'est la fin de cette émission. Au revoir et bien des choses chez vous et passez une très agréable soirée.